Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de ce journal. Le défi migratoire du Maroc. Le royaume chérifien procède actuellement à une vaste régularisation des migrants clandestins. Zone de transit vers l'Europe où beaucoup d'Africains, le pays affiche sa volonté d'installer une politique d'accueil. 600 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé des besoins du Tchad pour assurer son plan national de développement. Le chef du gouvernement, Kalzebe Payimi Debé, a lancé un appel à Paris ce vendredi lors de la conférence des partenaires du Tchad. Et puis nous parlerons de la Coupe du Monde de football dans cette édition avec Jean-Célestin et Djangué. Nous évoquerons les matchs du groupe F avec le Nigeria et ceux du groupe G avec le très attendu Ghana-Allemagne. Avant cela, direction le Maroc où une campagne de régularisation des migrants clandestins a été lancée en début d'année. L'opération doit prendre fin le 31 décembre prochain et concerne essentiellement des migrants d'Afrique subsaharienne. Le royaume chérifien affiche depuis septembre 2013 sa volonté d'améliorer sa politique migratoire tout en consolidant ses liens avec le Sud. Le roi Mohamed VI avait réitéré la nécessité de procéder à la régularisation de ces personnes. Zoom sur la politique migratoire du Maroc avec Djibril Fofana. Le Maroc veut améliorer sa politique d'immigration. En septembre 2013, le souverain chérifien Mohamed VI lançait une vaste opération de régularisation de près de 40 000 migrants provenant essentiellement d'Afrique subsaharienne. Le Maroc est une terre d'immigration privilégiée pour de nombreux Africains, attirés par sa prospérité économique et sa position géographique qui en fait une zone de transit vers l'Europe. En améliorant ainsi sa politique migratoire, le Maroc réaffirme sa volonté de consolider ses liens avec l'autre rive du Sahara. Il va y avoir durant l'année 2014 l'adoption de 3 lois. Une loi pour lutter contre la traite des êtres humains, une loi pour organiser l'asile et une loi pour, de manière générale, sur l'immigration. Pendant longtemps, le Maroc a été décrié pour sa politique migratoire peu respectueuse des droits de l'homme. Idriss Diop est sénégalais. Au Maroc, depuis de nombreuses années, il accueille avec satisfaction la nouvelle politique migratoire du pays. Ils essaient de chercher des papiers pour les gens, quoi. Il y en a qui sont déposés, il y en a qui sont reçus leurs papiers, il y en a qui ne sont pas reçus. Dans n'importe quel pays du monde, la vie n'est pas du tout facile. Donc parfois tu trouves sur des gens bien, parfois tu trouves sur des gens négatifs, mais il faut essayer de s'adapter, il faut essayer d'assimiler, quoi. Contrairement à une idée reçue, l'immigration sud-sud est aussi importante que celle à destination du nord. Et tous ces mouvements migratoires ont un point commun, la recherche d'un mieux-être. La question de l'immigration, ça ne pose pas de problème quand il s'agit de riches. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas des immigrés pauvres. En Europe, on ouvre les Arabes du pétrodollar, les Noirs riches, les Asiatiques qui ont de l'argent. Tout le monde est le bienvenu. Sur le continent, les politiques migratoires restent encore restrictives dans de nombreux pays. Le maintien des visas et des titres de séjour pour des ressortissants de pays frontaliers en est l'illustration. Pour y remédier, le Maroc a appelé l'ensemble des pays du continent à la concertation pour mettre en place une alliance africaine sur l'immigration. En Mauritanie, c'est jour de vote ce samedi. 1 400 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h ce matin et fermeront à 19 h. 5 candidats sont en liste pour la fonction suprême, dont le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz. Le chef de l'État mauritanien a voté ce matin. À 57 ans, l'ancien général arrivé au pouvoir à la faveur d'un putsch en 2008 a fait campagne alors que les principaux partis d'opposition réunis au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité ont décidé de boycotter le scrutin présidentiel. Un boycott qui n'effraie pas Mohamed Ould Abdelaziz qui se veut confiant quant au taux de participation. Écoutez la réaction du président mauritanien à la sortie du bureau de vote. Certes, il y a quelques partis politiques qui ont prôné, et qui l'ont prôné d'ailleurs par le passé, le boycott. Mais les résultats sont là. S'ils ont lancé un appel pour le boycott, en tout cas, ce boycott n'a pas été suivi et n'a pas été entendu en Mauritanie. On a eu plus de 85% lors des législatives et des municipales. La capitale française accueille depuis ce vendredi la conférence de mobilisation des ressources pour le Tchad. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du Premier ministre tchadien, Kalzebe Payimi Debé. Lors de son discours inaugural, le chef du gouvernement a mis en avant le plan national de développement 2013-2015. Pour le mettre en place, les besoins sont estimés à 600 milliards de francs CFA. Explication avec Karine Louban-Zadio.
Le 1er décembre 1990, le pays a réussi le passage d'une ère de totalitarisme à un régime de démocratie pluraliste. C'est par ces mots que le Premier ministre tchadien Kalzebe Pahimi Debé a commencé son discours inaugural de la conférence des partenaires pour la mobilisation des ressources en faveur du plan national de développement PND 2013-2015. Des paroles fortes qui illustrent le souci des autorités du pays d'entrer de plein pied dans une ère de développement accéléré, un développement qui ne s'effectuera pas sans effort. Les autorités du pays sont conscientes de ses besoins, conscientes également qu'il lui faudra s'appuyer sur des investisseurs extérieurs. La conférence, comme son nom l'indique, vise à mobiliser des ressources pour compléter le financement du plan national de développement 2013-2015 qui a déjà commencé, pour lequel le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais a besoin de compléments pour pouvoir financer ce programme et en même temps sensibiliser les bailleurs de fonds pour des discussions que nous aurons l'année prochaine sur un plan de développement à moyen terme. Des besoins estimés à l'heure actuelle à 600 milliards de francs CFA pour le plan national de développement adopté en avril 2013. Un défi pour le gouvernement qui s'est engagé au niveau local, régional et national et à l'assainissement du climat des affaires. Le Tchad a fait beaucoup d'efforts en matière de climat des affaires. Des mesures ont été prises, des décrets ont été pris récemment pour améliorer le climat des affaires, pour faciliter l'enregistrement des entreprises. Le ministre du Commerce a précisé que le nombre de procédures ont été réduits à 3 et qu'en 12 on pourra créer son entreprise. Donc il y a une nette évolution. Nous faisons aussi des efforts dans le domaine de la fiscalité, de tout ce qui doit favoriser le développement du secteur privé. Un secteur privé qui se veut le fer de lance des économies africaines, pourvoyeur d'emplois, il contribue de manière non négligeable à la croissance économique. Problématique également abordée pendant la 12e édition du Salon Planète PME ce jeudi 18 dans la capitale française avec une autre délégation tchadienne. Au Maroc, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail et l'entreprise Microsoft ont signé ce jeudi à Casablanca un protocole d'accord pour le développement de la formation des technologies de l'information et de la communication en Afrique. Cet accord a été signé par le directeur général de l'Office, Larbi Benchek, et le directeur général de Microsoft Maroc, Samir Ben Maklouf. Il permettra aux deux partenaires de conjuguer leurs efforts pour le déploiement du programme Microsoft IT Academy et certification, un programme qui vise à armer les jeunes Africains des compétences technologiques et aussi de favoriser leur insertion professionnelle. Le 23e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce vendredi à Malabo, en Guinée équatoriale. Pour cette nouvelle rencontre qui se tient jusqu'au 27 juin, l'un des thèmes centraux est l'agriculture et la sécurité alimentaire. Une thématique qui était déjà à l'ordre du jour lors du dernier sommet en janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Cette récurrence illustre la préoccupation des États du continent au sujet de l'autosuffisance alimentaire. Les détails avec Amira Benjabala. Ouverture du 23e sommet de l'Union africaine ce 20 juin à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Le thème retenu, l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Des thèmes déjà au cœur des débats lors du précédent sommet des 30 et 31 janvier dernier dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. En tant que commission, nous disons que cette année, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour remettre l'agriculture sur la voie du développement. Pour y arriver, il faudra améliorer nos capacités en ressources humaines et technologiques. Il faudra aussi encourager la recherche pour augmenter la production. La récurrence du thème de l'agriculture dans les débats de l'Union africaine illustre donc que le développement agricole et la sécurité alimentaire sont une priorité pour les chefs d'État du continent. C'est par ailleurs l'un des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Beaucoup de pays ont privilégié les industries, les services, mais ils se rendent compte qu'il peut y avoir la famine dans certaines régions et aujourd'hui l'agriculture emploie beaucoup plus de 50% de la population, ce qui fait que c'est un bon retour le fait de penser à l'agriculture. Je pense que ce sommet va en parler, mais il y aura d'autres sommets parce que sans la force de l'agriculture africaine, il n'y aura pas de développement durable. Le continent dispose d'un fort potentiel agricole. Il s'agit donc de maximiser ce potentiel pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et cela passe notamment par une réduction des importations des denrées alimentaires et par une plus grande promotion des produits locaux. Un objectif qui nécessite une modernisation des technologies et des pratiques agricoles.
Il est l'heure de parler sport dans ce journal et plus particulièrement de football avec la Coupe du Monde au Brésil. Jean-Célestin Ndjangué est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Anne. Alors débutons avec le groupe F avec l'Argentine qui affronte l'Iran et le Nigeria va-t-il dominer la Bosnie-Herzégovine? Effectivement, il y a deux rencontres très importantes qui sont attendues dans ce groupe F. Il faut rappeler que l'Argentine avait, au cours de son premier match, l'avait emporté sur la Bosnie-Herzégovine par 2-1 et que l'Iran avait fait match nul avec le Nigeria, 0 but partout. Alors, est-ce que les Argentins vont faire la passe de 2? Est-ce qu'ils vont réussir? On va écouter ce que pense notre éditorialiste Saïd Hafizi au sujet de ce premier match entre l'Argentine et l'Iran. Ils vont gagner, ils vont s'imposer largement. Mais de ce qu'on a vu de l'Iran, de ce qu'on a vu de cette équipe d'Iran, c'est une équipe qui joue au foot, c'est une équipe qui essaie, malgré les petits moyens qu'elle a, de proposer du football, de jouer, d'essayer de redoubler des passes, de sortir correctement et de ne pas balancer des longs ballons. Donc ils vont perdre, c'est une certitude face à l'Argentine qui est une des meilleures sélections du monde, mais ils ne vont pas démériter. On a vu au premier match qu'ils se battaient sur tous les ballons et qu'ils essayaient de jouer au ballon, contrairement à certaines équipes. Alors, l'autre match de ce groupe F concerne le Nigeria et la Bosnie-Herzégovine, deux équipes également qui sont en quête d'une première victoire dans ce mondial brésilien. Écoutons toujours à ce propos les analyses de Saïd Hafizi. Nigeria, Bosnie, deux équipes grosso modo de même valeur en termes d'effectifs. Maintenant, on va repartir sur les mêmes débats, c'est-à-dire sur le fond de jeu, sur l'envie qu'il va y avoir. Le Nigeria devrait, s'il veut passer au prochain tour, devrait au moins faire match nul ou s'imposer. Ça va être chose compliquée. On a vu une magnifique équipe de Bosnie avec des très bons joueurs, avec un maître à jouer, Pjanic de la Roma, qui a fait une superbe saison. Donc faudra tout donner et pourquoi pas décrocher un résultat face à la Bosnie. Parlons maintenant du groupe G avec le très attendu Allemagne-Ghana. Alors Jean-Célestin, les Ghanéens ont-ils les moyens de battre l'Allemagne? Pourquoi pas, Anna, mais ça va être compliqué. Mais parce que cette équipe allemande, elle a montré qu'elle avait un joli visage, parce qu'elle a infligé quand même un 4-0 au Portugal lors de la première journée. Mais je pense que les Ghanéens n'ont rien à perdre, et je pense que leur équipe est en mesure de créer peut-être une surprise par rapport à la Nationalmannschaft allemande. En tout cas, écoutons ce qu'en pense Saïd Hafizi, notre éditorialiste. C'est un match, ça va être un match très compliqué pour le Ghana. De par ce qu'on a vu au premier match, ça va être très difficile. Ils ont quelques joueurs qui ont joué à leur niveau, comme Souley Muntari qui a montré que c'était un bon joueur, comme Asamoah sur le côté gauche, le joueur de la Juventus de Turin, pareil, qui a fait son match. Mais malheureusement, ça reste encore limité face à la machine que représente l'Allemagne, avec une défense de fer. Ça va être très difficile pour Asamoah Gyan de s'imposer et de marquer un but. Il faut aussi le dire, c'est un match un peu, on va dire, fratricide entre deux frères, les frères Boateng, un qui joue pour l'Allemagne et puis l'autre qui joue pour le Ghana. Et en 2010 déjà en Afrique du Sud, c'est Boateng, l'Allemand, qui l'avait emporté face au Boateng ghanéen. Espérons peut-être que cette fois-ci, il y aura de la revanche dans l'air. Pas facile alors pour la famille des deux frères. Merci Jean-Célestin Ndjangué pour cet éclairage. Merci à vous également pour votre fidélité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.